Le monde entre dans une nouvelle ère énergétique. Tensions géopolitiques, recomposition des marchés, pression climatique. Le pétrole et le gaz redeviennent des instruments de puissance. Dans cette nouvelle équation, l'Afrique est au centre du jeu. Riche en ressources, mais encore dépendante. Courtisée par les investisseurs, mais confrontée à une réalité. Le financement reste un verrou. Car aujourd'hui, l'enjeu dépasse la production, il s'agit de sécuriser. Car derrière chaque baril, une autre question se pose. Qui contrôle les flux? Qui maîtrise l'approvisionnement? Qui détient le pouvoir énergétique? Entre ambition de souveraineté et contraintes économiques, le continent africain est à un tournant. Pétrole et gaz africain, qui contrôle vraiment l'énergie? Une question centrale, alors que les équilibres se redessinent. Pour y répondre, nous avons interrogé N'Ji Ayouk, président de la Chambre africaine de l'énergie. I think Africa is at a critical moment when it comes to the oil and gas industry. Let's look at that from this vantage point. We have so much potential for oil and gas development across the continent. But right now, we're seeing the crisis in Iran, where 20 to 30 million barrels are going to the Strait of Hormuz. A lot of Africa's oil and gas products that they're receiving, we are seeing a big crisis right now because we're seeing shortages. But when it comes to developing oil and gas, from Mozambique with massive gas, right up to Libya, from Nigeria to Congo, and new producers like Namibia, we have an amazing moment to have a new era of prosperity in Africa, but a decade of energy additions that Africa really needs. Thanks to that, Africa is often described as the continent of energy potential. But who actually controls these resources today? Governments or investors? I think we have to look at both. There is a lot that goes with African governments because they receive from taxes to royalties to participations. So government is receiving its fair share. But we also have to look at that when we invite investors, investors have a role to play and they have to make profit because if there's no profit, nobody would come. So you have to find that healthy balance of pragmatism. But there's one group we don't really talk about, the African people. African people get massive benefits from multiplier jobs to new projects to contracts. That's why some of us advocate for local content to see everyday private entrepreneurs in Africa participating. So for example, we live in an era where all the oil and gas used to be exported outside Africa, which is still part of where we are today. But Africans are buying oil and gas to use it in Africa, to develop Africa, to do natural industrialization projects, but also something that's very close to my heart and the heart of the African Energy Chamber, fighting energy poverty. We can no longer accept that 600 million people in Africa have no electricity. 1 billion have no access to clean cooking technologies. 1 million die every year from indoor pollution because of that. It's a health risk. So that we need to change, and we need to make sure that the oil and gas industry works for Africa by using our natural gas to make energy poverty history. But financing has become central to every energy project. Is it now the main source of power in Africa's energy sector? Financing is very critical. You can't get any project off the ground without financing. But we need to look at it in different ways. We're having a discussion in Paris because it's been the hub of financing a lot of energy projects in Africa, be it renewables, be it oil, be it natural gas. But also we have to have a different thinking.
and outside the box thinking where we have to say, what has been the bottleneck for us having financing? We have $2.7 trillion of private capital in Africa. We need to start tapping into African banks and African financial institutions to do domestic projects in Africa, be it renewables, be it oil, so that we can finance our own energy development at the same time working with international financing to ramp up. The pace at which we're moving is very slow, but there's something even more important. We need to create an enabling environment to ensure that capital comes, because we're not competing for capital between Nigeria and Senegal or Congo and Mozambique. We're competing today with Guyana. We're competing with the state of Texas. We're competing with Qatar. So the more attractive we are, the more transparent we are, the more less corruption we see, the more we are able to open up our markets, cut some of the visa rules, and become more friendly. Then we can see cross-border financing that we can even use the Africa continental free trade area to really drive this and drive energy across the continent, and financing would follow that as well. But honestly and ultimately, is Africa truly taking control of its energy or simply shifting from one form of dependency to another? Africa is taking control and is going to take even more control. You know why? Because we have Africans dominating the energy industry. In Nigeria, 30% of the production of oil and natural gas is being done by Nigerian companies. That is the second to anywhere else in the world. But the real time where we used to see Africans dominate is when we empower Africans to become active participants, maybe whether it's onshore or it's renewables. We are always going to have international investors. Take, for example, Total Energies is investing in America. America dominates American production, but Total Energies see that. The thing is that we are deeply rooted in an African empowerment, but we're not limited by it. We need to work with our international partners to find win-win-win. But the true test for the future is, what do we do to take those opportunities and turn them to real actual opportunities on the ground by ensuring that oil, gas, and even renewables work for everyday people. Africans are not opposed to international investors. Africans just want opportunities and multiply jobs so that they can make better lives in Africa rather than trying to cross the Mediterranean to look for jobs or European streets or go into Dubai or other places. They want to build better families in Africa, and they want to better human lives in Africa. But we have an obligation to give them those opportunities and create those jobs for them to really take care of their families, because at the end, it's all about family. Au-delà des stratégies et des investissements, la question reste la même. Comment transformer les ressources en accès réel à l'électricité? En République démocratique du Congo, malgré un potentiel hydroélectrique exceptionnel, l'accès à l'énergie reste un défi. Pour comprendre comment passer du potentiel à la réalité, nous avons interrogé le ministre de l'Hydraulique et de l'Électricité. Nous avons un potentiel estimé aujourd'hui à 167 000 mégawatts, ce qui nous met dans le quintet de tête des pays les plus pourvus en potentiel hydroélectrique. Donc c'est beaucoup de privilèges, beaucoup de responsabilités. Malgré cela, nous n'avons qu'un Congolais sur 5 qui a accès à l'électricité, tout simplement parce que pendant une dizaine d'années, le secteur n'avait pas eu d'investissement. Les anciens pouvoirs publics n'avaient pas donné la priorité à l'énergie. Depuis l'avènement du président de la République, c'est chose faite. Nous sommes passés de 8% à 22% en 5 ans. Nous avons un programme ambitieux de tripler la desserte actuelle, avec évidemment des projets structurants comme le Grand Tinga, dont nous sommes en train de terminer la mise à jour des études pour commencer le closing financier pour Inga 3, 11 000 mégawatts, et aussi le projet Pioca, tombé. C'est un projet de 6 450 mégawatts, dont le bureau d'études italien est en train de finaliser les études. C'est le même bureau qui a eu d'ailleurs à faire le barrage de la Renaissance. Donc les deux combinés devraient rencontrer la demande de nos communautés, de nos ménages, mais surtout de nos industries, notamment l'industrie minière.
Vous avez fixé donc, vous venez de le dire, des objectifs ambitieux pour améliorer l'accès à l'électricité pour les populations. Quelles sont les mesures supplémentaires concrètes que vous mettez en place pour accélérer cette dynamique? Mais écoutez, ça commence par le climat des affaires. Vous savez que le secteur est libéralisé. Donc, nous avons une nouvelle équipe qui vient d'être mise en place par Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, au niveau de la tête de l'autorité de régulation, nous avons des réformes au niveau douanière et fiscal pour rendre le secteur de l'électricité encore plus attractif. Et enfin, nous avons une politique de créer des mini-réseaux partout. Nous avons un pays immense, quitte à relier par des instruments de transport, mais le programme est très ambitieux et très soutenu par le chef de l'État. Justement, le développement du secteur électrique nécessite des investissements importants. Comment la RDC travaille-t-elle aujourd'hui avec ses partenaires pour structurer et financer ces projets? Écoutez, pour le projet INGA, l'Afrique du Sud va renouveler les instruments, donc va signer avec nous des contrats d'achat d'électricité, accompagné de quelques pays de la SADC, donc ça va améliorer la bancabilité du projet. Et nous sommes en train de travailler sur une synergie mine-énergie. Comme vous le savez, notre pays est profondément minier et donc le déficit en énergie est criant. Alors, comme nous avons un potentiel énorme et en minerais et en hydroélectricité, nous allons donc superposer les cartes pour doper et attirer les investisseurs et pour doper donc cette synergie. Et en termes d'impact et de projection, à court, moyen terme, quels changements concrets les Congolais peuvent-ils attendre dans leur quotidien en matière d'électricité? Écoutez, si je prends les projets qui sont en cours et les projets en devenir, et si nous les boostons bien, d'ici 5 à 10 ans, nous pourrons tripler, du moins dans les zones urbaines et périurbaines, tripler notre desserte. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, nous ne voulons plus que le potentiel soit juste un slogan. Nous voulons vraiment que ça soit une transformation, une effectivité de la desserte. Avec la République démocratique du Congo, la question est celle de la transformation. Comment convertir un potentiel énergétique en accès réel à l'électricité? Mais en amont de cette chaîne, un autre enjeu se joue, celui de l'exploration, des partenariats et du contrôle des ressources. En Guinée-Bissau, le secteur pétrolier et gazier en est encore à ses débuts. Un moment clé où tout se structure, les contrats, les acteurs et les équilibres de pouvoir. Pour comprendre comment un pays entre dans le jeu énergétique, nous avons interrogé Alfredo Malou, directeur général de Petroguine. A fase em que se encontra o desenvolvimento de petróleo na Guiné-Bissau é a fase de pesquisa. É a fase de pesquisa que é a fase iniciais. Temos muitas empresas que têm licença conosco, estão neste momento na fase muito ativa de pesquisa. O que muda na prática para o Petroguin como a chegada de parceiro como o Chevron? Sim, houve uma mudança drástica em termos da chegada de Chevron, porque de facto isso promoveu os nossos blocos de tal forma que você nem pode imaginar. Como deve perceber que nós assinamos com a Chevron há menos um ano contrato e agora estamos aqui neste momento a assinar outro contrato com um grupo que é Tender. Isto significa que da mesma forma que estamos a receber solicitação de muitas cartas para pedirem os blocos restantes que restam agora ainda na Petroguim. Portanto, estamos numa fase de progressão, uma fase muito bom de Petroguim, porque Chevron não é qualquer empresa no mundo do petróleo. E como é que a Guiné-Bissau garante o controlo e os benefícios das suas próprios recursos? Nós garantimos através de dispositivos jurídicos. A Guiné-Bissau tem leis de petróleo, temos também as outras leis do país que garantam segurança do nosso produto petrolífero. Em caso de nós chegarmos na exploração, é perfeitamente normal que nós temos a segurança do país, a segurança das empresas que estão com licenças no nosso país a explorar, há segurança para toda a gente e para todas as companhias. Portanto, não há um risco nenhuma em caso de descoberta, não há qualquer tipo de ameaças.
Y nos próximos 5 a 10 anos, qual pode ser o verdadeiro papel de Guiné-Bissau no setor energético da região? A Guiné-Bissau, nós pensamos que brevemente, dentro de 3, 4, 5 anos, vamos, se tudo correr bem, receber uma boa notícia da parte da nossa companhia. Estamos a esperar isto muito. Boa notícia significa que chegarmos na fase de descoberta e a exploração. Avec la Guinée-Bissau, le secteur entre en phase d'exploration, mais les défis sont ailleurs. Financement, attractivité, compétitivité. Pour comprendre ces enjeux, nous avons interrogé Yann-Pierre Albert Yangari, économiste de l'énergie. On parle beaucoup du potentiel énergétique africain, mais aujourd'hui, au-delà des ressources, est-ce que l'Afrique est réellement attractive quand on regarde toute la chaîne de valeur, production, raffinage et approvisionnement? L'Afrique est attractive, oui, ça c'est clair. Maintenant, aujourd'hui, en 2025, il est difficile de parler de l'Afrique comme d'un bloc homogène, parce que c'est plus un patchwork. Pourquoi je dis ça? D'une part, nous avons les pays frontières qui font toute la lumière, notamment la Namibie, avec la découverte de presque 1 million d'ici 2030. Nous avons le Sénégal, Mauritanie, avec en Mauritanie aussi le bloc 40. Et nous avons le Mozambique, avec le gaz. Donc ces pays sont très attractifs aujourd'hui parce qu'il y a de gros gisements et de grosses découvertes. Et d'un autre côté, nous avons les pays historiques, notamment le Congo, le Gabon et un peu aussi le Nigeria, qui, eux, sont dans un autre défi. Leur défi, c'est comment arriver à mobiliser des financements pour des champs qui sont plutôt matures. Et aujourd'hui, c'est ce challenge qu'ils doivent relever. Donc, quand on regarde l'Afrique dans son ensemble, oui, l'Afrique est très attractive, mais pour différents acteurs et selon les différents défis. Et avec les tensions géopolitiques, notamment autour du détroit d'Ormuz, et la volatilité des marchés, est-ce que le risque aujourd'hui ne se situe plus seulement dans la production, mais dans la capacité à sécuriser les flux? Exactement, c'est un point très important, le point du risque en Afrique. Donc, le risque n'est plus politique, il n'est plus géologique. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons réussi quand même à maîtriser le risque politique. Aujourd'hui, il y a des assurances pour ça, il y a des banques qui traitent ce risque déjà, il y a des agences de notation qui traitent le risque politique que nous maîtrisons, que nous savons comment gérer. Mais le risque aujourd'hui dont tout le monde ne parle pas, c'est le risque financier. Les banques historiques européennes qui finançaient les projets africains n'investissent plus dans le pétrole. Donc il faut trouver de nouvelles sources de financement. Et c'est là où la problématique est pour les pays africains. Donc nous recherchons aujourd'hui des alternatives en fait à ce problématique, notamment avec l'APO et la banque qui doivent mettre en place, notamment avec la BAD, qui permettrait aujourd'hui de dérisquer les projets en Afrique. Mais pour ce faire, il faut forcément de la fiscalité stable. Il faut aussi une chaîne de financement claire. Et donc, c'est là où beaucoup de pays africains aujourd'hui ont du mal encore parce qu'on touche beaucoup à la fiscalité et à la partie juridique des contrats. Et au niveau de la compétitivité face à des acteurs comme le Moyen-Orient ou les États-Unis, mais aussi désormais des hubs africains comme le Nigeria avec Aliko Dangote et ses raffineries, est-ce que les pays africains ont encore une marge pour capter de la valeur ou sont-ils condamnés à rester dépendants des importations? Il faut être précis quand on parle. Quand on parle de compétitivité dans le pétrole, on parle du coût technique de production. Donc, si on regarde cet aspect, c'est quasiment impossible, si on est honnête, pour l'Afrique de compétir avec le Moyen-Orient qui a 20 dollars de baril en production. Quand on regarde aussi la rapidité d'exécution, l'Afrique a du mal aujourd'hui à compétir avec les États-Unis, avec le shale qui en 6 mois arrive à sortir un projet de terre. Nous, en Afrique, on met plutôt 5-6 ans. Mais l'Afrique a 3 cartes à jouer. Nous avons le scale, donc la taille des découvertes que nous faisons. Quand on regarde à la Namibie, par exemple, on parle de 1 million de barils par jour potentiellement d'ici à 2030. Donc nous avons, quand les investisseurs recherchent des gros gisements, cherchent comme on dit, des grosses patates dans le jargon, ils viennent en Afrique. La deuxième carte à jouer que nous avons aussi, c'est le gaz. Le gaz, aujourd'hui, ça va être le moteur de l'industrialisation africaine. Donc, nous ne voyons pas seulement le gaz comme pour l'exportation, qui est fait dans beaucoup de pays avec le LNG, mais il faut regarder le gaz to power, le gaz to industrie aussi. Pour le cas du Sénégal. Comme le gaz du Sénégal, exactement. Et ça, ce sont des moteurs et ce sont des investissements que beaucoup d'acteurs industriels sur lesquels ils cherchent à participer. Et en troisième carte que nous avons, c'est la carte climatique, comme le cas du Gabon, où on peut développer et le sous-sol et le sol, donc notamment avec les hydrocarbures, mais aussi avec la nature, avec le bois.
comme notamment le Blue Bond qu'on a fait au Gabon avec la mobilisation de 500 millions de dollars, dette nature, avec un emprunt de dette nature, et d'autres mécanismes aussi en jouant sur l'article 6. Et alors, question finale, aujourd'hui, produire ne suffit plus. Ce qui compte, c'est contrôler le raffinage, la logistique, les circuits d'approvisionnement. Est-ce que l'Afrique est en train de reprendre la main ou simplement de changer de dépendance? C'est un point très essentiel pour nous. Si on regarde comment le pétrole est en train d'évoluer, nous avons encore une fenêtre. Mais cette fenêtre est en train de fermer très rapidement. Parce que si l'Afrique n'arrive pas à prendre la main sur le financement de ces projets, nous allons perdre notre avantage que nous avons aujourd'hui sur d'autres régions du monde, comme notamment l'Amérique du Sud, comme notamment le Moyen-Orient et l'Asie. C'est pour ça qu'il est important pour l'Afrique de travailler, le panafricanisme est important. Et c'est grâce au panafricanisme que nous allons réussir vraiment à relever ce défi-là. En insistant sur des banques panafricaines, en insistant sur des groupes aussi pétroliers panafricains qui viendront investir d'un pays à l'autre, et comme on a vu avec Dangote, aussi avec la raffinerie qui va pouvoir venir et répondre aux besoins des Africains. Donc c'est en ayant une motivation plus panafricaine et en essayant de capter rapidement la valeur que nous avons dans notre ressource pétrolière et gazière que nous allons arriver à relever ce défi. L'Afrique est au cœur du jeu énergétique mondial, mais produire ne suffit plus, car derrière chaque projet, une question demeure, qui contrôle et qui capte la valeur? De la République démocratique du Congo à la Guinée-Bissau, c'est toute une chaîne qui se structure. Exploration, financement, transformation. Et dans cette nouvelle ère énergétique, le pouvoir ne se trouve plus seulement dans le sous-sol, il se décide. Comprendre l'énergie pour comprendre l'Afrique qui vient. Énergie 54.